Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. L'objectif ici, c'est de repréciser un peu le concept de gestion de la diversité. Il faut savoir que c'est un concept qui est né aux États-Unis dans les années 90 et qui, au départ, est né vraiment dans une logique de business. L'idée, c'était comment rencontrer des clients de plus en plus divers et s'ajuster par rapport à un marché du travail qui est aussi, lui, de plus en plus diversifié. Ce thème a progressivement glissé vers la France et a été récupéré par la France dans une autre orientation qui était beaucoup plus la question de la lutte contre les discriminations suite aux problèmes qui sont passés dans les banlieues en 1995 en France. Et donc là, on a eu plutôt le volet lutte contre les discriminations des politiques de gestion de la diversité. Ça veut dire que pour l'instant, on peut se dire qu'autour des politiques de gestion de la diversité, on a en gros deux orientations. D'une part, une orientation qui va viser à lutter contre les discriminations et puis d'autre part, une orientation plus business case. Je reviendrai sur ça juste après. Sur l'orientation, la gestion de la diversité comme lutte contre les discriminations, il faut savoir que ça s'est appuyé notamment sur une directive européenne qui date de 2008 et sur l'obligation pour l'ensemble des pays européens d'avoir des législations qui vont viser à lutter contre les discriminations dans l'emploi. C'est une législation de 2007 en Belgique qui par ailleurs a été aménagée et qui couvre actuellement 17 critères. On est à peu près à 23 critères en France. Les dimensions des discriminations auxquelles on va s'attaquer sont nombreuses. On a parlé de 17, mais les questions sur lesquelles on s'attarde en général le plus, ce sont toutes les discriminations liées au genre et au sexe, toutes les discriminations liées à l'origine culturelle nationale, à la religion. Un sujet qui est devenu aussi très d'actualité, c'est toutes les discriminations liées à l'âge, qui peut renvoyer d'une part aux discriminations dans l'emploi pour les seniors, mais aussi la discrimination des jeunes, notamment n'ayant pas d'expérience professionnelle. On a eu aussi toute la catégorie personnes en situation de handicap. Collé à ça, c'est aussi toute la question justement de l'état de santé, de la maladie et des caractéristiques physiques qui sont liées à l'individu. Bien entendu aussi les questions d'orientation sexuelle. Alors il y a beaucoup d'autres critères, mais en gros, c'est les critères sur lesquels s'est focalisé beaucoup d'actions qui ont visé à lutter contre les discriminations dans l'emploi. Ça veut dire que derrière ça, un des premiers enjeux a été d'essayer de faire l'inventaire de ces discriminations. Alors, ça peut se faire d'une part en travaillant sur la représentativité, donc de se dire qu'en est-il de la représentativité de certains publics à l'intérieur des entreprises. Et l'idée est clairement que si un public est sous-représenté, il serait discriminé. Bon, exemple, on estime à peu près 8% de personnes en situation de handicap en Belgique. Si dans mon entreprise, j'ai seulement 2% de personnes en situation de handicap, on peut se dire qu'il doit y avoir quelque part un filtre qui limite l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est des questions de représentativité. Par ailleurs, l'idée aussi, c'était de dire mesurer la représentativité. Dans certains cas, ça peut être pertinent. Si on prend les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation d'origine étrangère, mais dans certains cas, ce n'est pas la bonne question. Prenons par exemple la question de l'orientation sexuelle. Je ne pense pas qu'une entreprise a besoin de savoir combien de personnes, quelle est l'orientation sexuelle de ses travailleurs et de pouvoir se poser des questions de représentativité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait pouvoir mesurer les discriminations. Et là, ça se fait notamment par des opérations de testing qui vont viser à envoyer des CV qui modifient certains types de caractéristiques et de voir un petit peu est-ce qu'il y a des phénomènes de filtres qui peuvent se passer, notamment dans les différentes étapes du recrutement, mais aussi de l'évaluation, de la promotion, etc. Donc ça, c'est le volet discrimination. Derrière ce volet discrimination est apparue de plus en plus l'idée que les entreprises devaient lutter contre la discrimination, d'une part pour des questions morales,
mais aussi pour des questions d'inclusion sociale. Et donc, en gros, une société qui fonctionnait bien, c'est une société qui offrait des opportunités d'emploi à tous et à toutes et qui était capable de gérer le vivre ensemble. Et donc, ça veut dire autour de ça, on glisse de plus en plus de l'idée de gestion de la diversité, qui est la gestion des différences, vers l'idée que la gestion de la diversité, c'est avant tout de l'inclusion sociale et de la représentativité. Alors peut-être encore plus en lien avec le sujet qu'on a ici, j'avais dit que la gestion de la diversité au départ, l'idée est partie des États-Unis et l'idée c'était vraiment de se dire en quoi la diversité de la main-d'œuvre peut être un atout pour l'entreprise. Donc en quoi avoir plus de diversité peut me permettre d'améliorer mes processus de recrutement, d'avoir accès à une main-d'œuvre qui pour le moment donné m'échappe, notamment parce que j'ai des processus de gestion des ressources humaines discriminants. Donc la question est de pouvoir gérer la pénurie de main-d'œuvre, la question est de pouvoir identifier des profils spécifiques qui offrent des atouts spécifiques pour l'entreprise. Et la question est aussi dans quelle mesure est-ce que ça peut me permettre de gagner des parts de marché et d'améliorer la satisfaction des travailleurs. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que des entreprises vont être amenées à s'intéresser à certains types de profils. Par exemple, des compétences qu'ont développées certaines personnes qui sont dans des processus de migration, parce qu'elles ont notamment des maîtrises des langues étrangères et la capacité de gérer différents contextes culturels. Mais là aussi qu'on va voir apparaître le sujet qui va être traité autour de la neurodiversité, c'est de se dire les différences qu'il serait intéressant de pouvoir valoriser dans l'entreprise, c'est notamment des personnes qui pensent autrement, avec l'idée que ces personnes ont un potentiel de créativité important, ce qui s'avère spécialement important dans l'enjeu des entreprises et des organisations actuellement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir un intérêt pour notamment enfin, un certain nombre de personnes dites 10, les personnes autistes qui sont souvent identifiées notamment comme des personnes à haut potentiel, en se disant il y a là des compétences qu'on doit aller chercher. Ce sont des gens qui sont capables d'apporter beaucoup d'innovation dans les produits, dans les services et de repenser différemment les choses. Donc, vous avez notamment des entreprises comme Avencode, Aspertive, il y en a d'autres qui ont progressivement laissé notamment des opportunités d'emploi pour notamment les personnes autistes, mais il y a certains types de profils, les personnes à haut potentiel, etc., sont de plus en plus recherchées. Voilà, je pense que j'ai fait l'introduction globale. Je pense qu'on répondra à des questions s'il y en a plus tard. Merci, je suis contente pour la transition, c'est vrai, parce que la première chose que je vais faire, c'est de vous définir quand même ce que c'est cette neurodiversité. J'ai l'impression quand même qu'on a pas mal de personnes qui ont déjà une petite idée de ce qu'il y a derrière le mot. Et c'est vrai que la manière dont je vais le présenter, c'est vraiment, en fait, la neurodiversité, c'est se dire simplement qu'au sein de la population, on a un très grand nombre de manières de fonctionner sur le plan cognitif. Et que donc, voilà, l'être humain, la population est très variée et qu'il y a plein de modes de fonctionnement cognitifs qui sont différents des uns et des autres. Donc, le mot neurodiversité au départ est issu du milieu de l'autisme. Donc, il y avait une intervention aussi en lien avec ça qui disait que c'est, on parle de l'autisme, mais est-ce qu'il y a que ça? Au départ, le terme est apparu parmi la population autiste pour justement célébrer cette diversité qu'on peut retrouver au sein de la population et de se dire être autiste, c'est pas nécessairement quelque chose, un handicap. Ça peut aussi être pris comme simplement une particularité, un mode de fonctionnement qui est propre à ce type de personnes. Et puis, on inclut aussi dans ce terme d'autres. On se rend compte qu'il n'y a pas que le fonctionnement autistique qui a un mode de fonctionnement cognitif particulier. On peut aussi parler de haut potentiel intellectuel, des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles 10, donc des troubles de l'apprentissage.
Alors, en vous disant ça, j'emploie plein de fois le mot trouble et justement, il faut être hyper vigilant par rapport à ça parce que c'est ainsi qu'on catégorise en général ce genre de population. Après, c'est une manière, c'est un angle de vue aussi que l'on peut adopter et on en parlera un petit peu plus loin ici dans la présentation parce qu'on verra au final qu'est-ce qui est de l'ordre de l'handicap. Est-ce qu'on n'est pas tous handicapés dans une situation, dans un environnement qui ne nous convient pas et tous en très bonne posture avec plein de possibilités dans un environnement qui nous convient. Ça, c'est une question qu'on peut soulever ici. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de neurodiversité ces temps-ci? Alors moi, je dirais qu'il y a peut-être 3 grands éléments qui nous amènent à ça. D'abord, c'est simplement parce que sur le plan physiologique, on a fait des grandes avancées en termes d'imagerie médicale. Donc, on arrive vraiment à voir, à partir du moment où on attribue une tâche à quelqu'un, on est de plus en plus capable de voir quelles zones du cerveau vont être activées quand la personne va exercer une tâche particulière. Et donc là, on est capable maintenant vraiment de se rendre compte que sur le plan physiologique, il y a des modes de fonctionnement différents pour les uns et les autres. Donc ça, c'est une chose. Autre chose par rapport à l'emploi et le milieu du travail, c'est que on n'est plus à l'époque du taylorisme où au final les relations sociales apportaient peu au travail. Là maintenant, on se rend compte que les relations sociales sont importantes dans toute une série de métiers. C'est pas quelque chose qui se fait de manière anodine et c'est peut-être même la compétence par excellence à maîtriser dans un ensemble pour un ensemble de métiers. Et puis la troisième chose, on en a parlé, hein, c'est l'importance aussi de toute cette souffrance, la souffrance psychique, mentale, etc., avec des taux, c'est absolument astronomique quand on pense au burn-out, aux dépressions liées notamment à l'emploi. Tout ça, forcément, ça interpelle et donc on se questionne derrière tout ça. Voilà, ça c'est pour en très gros ce qu'est la neurodiversité, mais j'aimerais vraiment attirer l'attention sur la vigilance à avoir quand on parle de neurodiversité et si on a envie de faire des raccourcis de catégories derrière, parce que les catégories ça aide, mais c'est aussi très clivant et ça, ça peut, ça peut permettre, ça permet en fait de faire des raccourcis qui n'en sont pas. Donc, je voulais attirer l'attention vraiment sur la notion de spectre. Au final, il y a autant de modes de fonctionnement cognitif que ce qu'il y a de personnes sur Terre. Et si je reprends par exemple le cas de l'autisme, il y a des degrés différents dans l'autisme et c'est dangereux, c'est vraiment très très dangereux de se dire que d'attribuer certaines caractéristiques à une catégorie de personnes. Donc par exemple, se dire, je pense à ça parce que j'ai eu une maman j'ai eu un échange en fait avec une maman hier qui me disait moi mon enfant n'est pas autiste parce qu'il s'est regardé dans les yeux. Alors voilà, là on met en évidence c'est pas parce que on s'est regardé dans les yeux qu'on n'est pas autiste. Il y a plein d'autistes qui savent regarder dans les yeux. Il y en a aussi plein qui ne savent pas regarder dans les yeux. Mais ça ne fait pas le diagnostic de la personne. Et ça peut être très enfermant de voir les choses autrement. Si on dit, toi, tu es bon en IT parce que tu es autiste, pas nécessairement. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes autistes sont assez bonnes pour décrypter, pour coder. On pourra en parler plus tard. Mais ce n'est pas pour autant que c'est le cas pour tous les autistes. Et tout comme ce n'est pas parce qu'on est autiste qu'on ne peut pas être bon en communication. Donc, il faut vraiment faire super attention par rapport à ça et se rendre compte que tout est toujours dans la nuance et dans la singularité. Et c'est aussi peut-être ça le message d'inclusion, c'est de prendre chacun comme il est avec, comme M. Spronck le disait juste avant, on a tous des besoins et ils sont tous différents ou tous fort semblables, peu importe, mais au final, on est tous des individus avec nos besoins qui nous sont propres. Donc voilà, cette importance par rapport au spectre, ce qu'on peut vraiment appeler le spectre, et puis aussi des comorbidités. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut très bien avoir été détecté, alors par exemple autiste, ou détecté avec un quotient intellectuel particulièrement élevé, au-delà de 130, et donc on va nous dire, vous êtes un haut potentiel intellectuel par exemple, ou cette personne-là, elle est dyslexique, elle est dyspraxique.
il y a pas mal de comorbidités, donc ça veut dire qu'on peut se retrouver dans plusieurs catégories en même temps et c'est même très fréquent. On se rend compte, pour parler des troubles 10, que 40% des individus qui sont 10, qui ont un 10, en ont d'autres. Donc, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, etc. Beaucoup, 40% des personnes qui en ont un en ont d'autres. On se rend compte aussi que de 10 à 40% des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel ont un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme. Le nombre de personnes qui ont un trouble du déficit de l'attention parmi les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme sont aussi très très nombreux. Donc voilà, tout ça montre à nouveau les singularités en fait et l'importance de fonctionner au cas par cas et de ne pas trop vite parler en termes de catégories, même si ça peut aider parfois à comprendre certaines choses, il ne faut surtout pas se limiter à ça. Donc 4 profils principaux, je les ai déjà évoqués. On entend aussi souvent parler de l'hypersensibilité derrière. Puis il y a aussi tout il y a aussi tous ceux qui ne sont pas dans ces profils-là, mais si la neurodiversité est prise comme l'ensemble de la population, il y a aussi tous les autres. Hein. Après, là, ça me met peut-être un peu de structure derrière le terme. Si je reprends, je vais faire ça rapidement parce que je ne sais pas si c'est vraiment ça qui vous intéresse le plus ici. Si je reprends ces 4 grands profils avec quelques peut-être particularités à chaque fois. Le haut potentiel intellectuel, c'est vraiment important de se rendre compte que ça ne veut pas dire qu'on est un génie et que ça dépasse très largement une intelligence mesurable dans un test de QI. C'est vraiment une manière de fonctionner dans ses relations, dans sa relation au monde qui va être particulière, avec aussi plein de potentialités derrière, une pensée en arborescence, une capacité à faire des liens, à raisonner de manière sur des sujets qui sont très complexes. Donc, voilà, il y a beaucoup plus qu'une forme d'intelligence mesurable derrière un test de QI. Il y a aussi, ça peut aussi engendrer des difficultés sur le milieu du travail parce que ce sont souvent des personnes qui sont perfectionnistes, susceptibles parce qu'avec une très grande sensibilité, qui sont très investies parfois parce qu'elles ont besoin de trouver du sens dans ce qu'elles font. Donc, clairement, c'est un profil, entre guillemets, sujet à des burn-out, par exemple. Donc, point d'attention à avoir. Si on parle de troubles du spectre de l'autisme, alors à nouveau, il y a la manière dont on va le catégoriser. Alors, ici, la manière dont on va le catégoriser, on va dire, voilà, pour être autiste, il y a une dyade qui est importante, c'est les difficultés par rapport à la communication et les rapports sociaux et avoir un caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts ou activités. Et à nouveau, l'autisme, ça dépasse très largement cette dyade. Il y a beaucoup plus de choses derrière. Et je voulais d'ailleurs vous dire un mot sur ce qu'est la cécité cognitive derrière ça. Donc, en fait, pour comprendre l'autisme et aussi tous les intérêts qu'il pourrait y avoir à engager parfois des personnes autistes, c'est que on a en permanence un très très grand nombre de stimuli qui viennent à nous, sensoriels. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, si je lève les yeux derrière mon écran, j'ai mon salon et j'ai plein de choses qui sont à portée de vue, plein de petits détails, plein d'éléments qui font partie de ce contexte et qui pourraient attirer mon attention. Simplement, là, ici, je suis en train de vous faire un exposé, je suis centrée sur ma présentation et j'arrive à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de moi. Une personne avec un trouble du spectre de l'autisme va accorder beaucoup d'importance à tous ces stimuli sensoriels. Donc, ça veut dire que cette attention aux détails va être très présente. Et c'est pour ça aussi qu'on a tendance à dire souvent que les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme sont très bons en code parce qu'ils vont pouvoir rapidement. Je fais des grandes généralités, mais vous avez bien compris que il ne faut pas extrapoler non plus, mais elles vont potentiellement pouvoir plus rapidement repérer la petite erreur dans la ligne de code qu'un autre ne percevra pas parce que son cerveau n'aura pas pris en compte tous ces éléments sensoriels.
Maintenant, ça se fait au détriment d'autres éléments chez les personnes du spectre de l'autisme, avec moins d'attention, du coup, cérébrale qui va être portée à tout ce qui est affectif et, et relationnel. Donc voilà, c'est pour comprendre un peu comment est-ce que ça peut fonctionner. Après, voilà, une personne autiste va être aussi, comme la personne avec un haut potentiel intellectuel, à la recherche de sens. Mais ce sont des personnes qui sont très fortes en question, en questionnement. Et donc, qui vont vraiment arriver à poser parfois les bonnes questions que d'autres n'arrivent pas. Donc, le trouble du déficit de l'attention, c'est 3 grands éléments. C'est l'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité, qui peuvent être présents à des degrés divers au sein des personnes qui sont concernées. À nouveau, on a aussi beaucoup d'éléments très positifs derrière ces profils-là, et notamment une capacité d'empathie qui est très forte, et Dieu sait si c'est important sur le milieu du travail. J'aime bien de le dire parce qu'on a souvent l'impression que ça ne peut être vu que sous forme d'éléments qui sont négatifs et que c'est forcément quelque chose de pas bien. Et donc, bah non, il y a aussi beaucoup de choses très positives. Après, bah, voilà, c'est des profils qui demandent souvent d'avoir des choses qui sont planifiées pour elles, de ne pas avoir trop de stimuli autour d'elles aussi pour pas justement que leur attention soit perdue. Bah après, quand elles sont centrées sur une tâche, elles peuvent l'être très fortement, surtout si elles sont intéressées, et ça peut être de très bons bosseurs. Je continue à avancer. Les troubles 10. Alors, quand on parle de troubles 10, on devrait plutôt parler en fait des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. La dyspraxie, en fait, en tant que telle, n'est pas un trouble un trouble des apprentissages. La dyspraxie, c'est la difficulté, c'est avoir des difficultés dans la coordination de la motricité fine et globale. Donc, des difficultés que ce soit en jeu de ballon, qu'en faire des dessins quand on est enfant. Donc, c'est des personnes qui sont très, très maladroites, très grandes, très gros liens à faire avec les TSA, par exemple. Dyslexie, donc des difficultés pour lire. Il y a la dyscalculie. La dysphasie, c'est dans le parler, c'est dans l'oral. Donc, c'est aussi bien la compréhension que la capacité à s'exprimer. Et là aussi, on a des atouts derrière ces publics-là. Et un que j'aime bien citer parce que je trouve qu'il est assez parlant, c'est dans les cabinets d'architecture. Et je pense en particulier à Richard Rogers, donc, qui est l'architecte du Centre Pompidou à Paris et du Millennium Dome à Londres. On favorise le recrutement de personnes dyslexiques parce qu'elles ont une capacité à voir les choses en 3 dimensions, en fait, à projeter. Elles ont une très bonne capacité visuo-spatiale, et donc elles sont capables de voir en 3D avant d'avoir construit les choses. Donc voilà, c'est un atout, par exemple, qu'on peut citer par rapport à ces populations-là. Mais ce que je trouve important de relever ici, en plus de ces catégories que je voulais vous brosser très très rapidement, c'est qu'en fait on a une problématique qui est vraiment qui est la même pour tout simplement parce que la société aujourd'hui telle qu'elle fonctionne se centre principalement sur des personnes qui ont un mode de fonctionnement cognitif peut-être majoritaire. Celui qui est le plus utilisé, avec le plus de similitudes au sein de la population. Et donc, du coup, c'est la même problématique qui est adressée, c'est cette problématique d'exclusion qu'au final on constate, force est de le constater, d'exclusion par rapport à tout un ensemble de profils. Oui, et ce que je voulais aussi dire, c'est cette importance c'est le qui peut le plus, peut le moins au final. Et donc, c'est de se dire qu'au final, il y a plein d'avancées qu'on a fait, la conception universelle, par exemple l'invention de la télécommande. Au départ, c'est quelque chose, on a créé la télécommande pour des personnes qui ne savaient pas se mouvoir entre le canapé et la télévision, et donc parce qu'elles ne pouvaient pas se déplacer, on a inventé la télécommande. Au final, on est tous contents, on en profite tous.
Et c'est souvent ainsi, je trouve, que l'on peut voir la richesse de cette thématique. C'est de se dire que si on est capable d'adresser le plus complexe, on peut aussi aller vers le moins complexe et au final, ça sert à tout le monde. Ce sont des profils qui sont vraiment éclaireurs de sens et qui peuvent apporter beaucoup de choses, mais dont tout le monde peut bénéficier ensuite. Donc ça, je pense que c'est quelque chose voilà, d'important à soulever derrière. Dans les difficultés aussi qu'on peut rencontrer et qui sont transverses peut-être aux différents profils, il y a ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Alors parfois, on en parle parfois dans les bouquins d'éducation par rapport aux enfants, etc. Les fonctions exécutives, c'est la capacité d'anticiper une tâche, de la planifier, de la coordonner et puis de la délivrer et de l'achever. Donc, quand on parle d'un déficit par rapport aux fonctions exécutives, ça veut dire une difficulté justement de planification, de se rendre compte qu'après avoir fait ça, il faut faire ça, que telle partie est terminée et que donc on peut commencer une autre. Ce sont des choses très pratiques qui peuvent parfois être compliquées à gérer et qui se retrouvent au travail en permanence. Vous voyez mes slides qui bougent, hein. Oui, oui, c'est parfait. Parfait. Je vois toujours au cas où. Alors, c'est une problématique qui est très méconnue. J'ai l'impression qu'ici, on a pas mal de monde un peu informé sur le sujet. C'est toujours la même chose, hein. On a tendance à aller vers ce qu'on sait déjà. Donc, mais moi, personnellement, donc, comme disait Christine Gaspard, j'ai fondé l'agence COEOS, qui est l'agence des singularités professionnelles. Et donc, pour faire ça, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le terrain et j'ai essayé de rencontrer un maximum de personnes que j'identifiais comme étant concernées par la problématique, pour voir ce qu'elles pouvaient en dire, les besoins qu'elles pouvaient y retrouver, etc. Et quand j'ai rencontré 5 personnes des RH, d'entreprises avec différentes fonctions, donc ça pouvait être des RH, mais pas que, gestion de talent aussi notamment. Et en fait, quand je questionnais sur ce que c'est la diversité pour elles, spontanément, la neurodiversité n'est jamais venue. Voilà, donc elles m'ont cité pas mal de catégories dont Madame Cornet a parlé aussi tout à l'heure, donc diversité de genre, diversité en fonction des origines sociales, de l'âge. Mais alors, quand on parle la neurodiversité, non. Et alors, quand moi j'amenais cette thématique-là, certains, en fait, il y en a 3 qui, ah bah oui, c'est vrai que ça pourrait être pris dedans aussi, et ça leur parlait. Il y en a 2 qui m'ont dit, bon, vraiment, là, je vois pas, moi, j'ai jamais rencontré ni de haut potentiel intellectuel, ni de personne avec un trouble du spectre de l'autisme. Enfin, ça parlait pas du tout. Donc, je veux dire par là qu'il y a vraiment une grande méconnaissance, et on peut pas jeter la pierre au RH. Les atypiques eux-mêmes, bien souvent, s'ignorent. Probablement la grosse majorité. Alors on est peut-être ici à une sorte de génération sacrifiée par rapport au sujet, nous adultes, parce que je pense que chez les enfants maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu. Il y a beaucoup plus de diagnostics aussi qui se fait auprès des enfants, et je pense qu'il y a parmi vous pas mal de personnes qui font d'ailleurs ces diagnostics-là. Enfin, je pense au CVIM, j'ai vu quelques personnes du CVIM qui étaient présentes ici, qui pourront en parler. Mais voilà, donc une grande méconnaissance. Et donc forcément, si on s'ignore soi-même, c'est d'autant plus compliqué aussi pour les autres de pouvoir répondre à nos besoins si soi-même on n'a pas pu identifier quels étaient nos besoins, etc. Donc tout ça pour dire que on a tous un ensemble de besoins. Certains besoins sont plus visibles que d'autres, certains besoins sont plus facilement compréhensibles que d'autres. Je veux dire, la personne autiste qui va avoir un néon qui va clignoter au-dessus de sa tête, chez elle, ça peut être un réel besoin parce qu'elle a une hypersensorialité qui fait que ce néon-là, ça peut vraiment entraîner une surcharge mentale et entraîner ensuite une maladie mentale suite à ce néon qui clignote au-dessus de la tête. Et si la personne autiste dit moi ça me dérange, il faut faire quelque chose pour ça, on pourrait facilement lui dire oui mais c'est bon, ça dérange tout le monde. Au final, qui parmi nous ne serait pas dérangé par un néon qui clignote au-dessus de la tête? Je pense qu'on est tous dérangés par ça. Maintenant, on est dérangés de manière
différentes, à des niveaux différents. Et donc, c'est ça qui est compliqué quand on parle de neurodiversité, c'est que c'est quelque chose qui est parfois difficilement, c'est pas visible, et donc c'est difficilement appréhendable. On peut facilement se dire qu'il s'agit d'un caprice ou de ce genre de choses. Et puis, ben, ce qui est dommage, c'est que en se privant de en ne répondant pas aux besoins des personnes qui sont concernées ici, ben, on se prive aussi de tout leur talent auquel elles pourraient faire part dans les entreprises, quoi. Et c'est quelque chose que Madame Cornet a déjà dit tout à l'heure. La diversité est une vraie ressource stratégique et c'est dit dans la littérature. Quand on parle par exemple d'innovation, de créativité, si on donne une place aux singularités de chacun et qu'on est capable d'aller chercher ces singularités-là, ça peut réellement être une ressource. Voilà. Maintenant, on est souvent dans des entreprises qui sont très paradoxales aussi, avec des injonctions très paradoxales de l'ordre de je veux innover, je veux me différencier des autres sur mon marché, et en même temps, ça, je peux quand même pas faire parce que ça se fait pas, et on va quand même pas prendre le risque de. Et donc voilà, c'est une problématique qui est très complexe. Et donc oui, diversité importante à partir du moment où on est capable de se montrer tel qu'on est. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident quand on est en entreprise, avec des cultures d'entreprise qui sont parfois très fortes. Il y a un ensemble de valeurs qui appartiennent au milieu de l'entreprise et qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Et si on veut pouvoir se montrer tel qu'on est vraiment, dans toute son authenticité, il faut pouvoir se sentir un minimum en sécurité au travail, vis-à-vis de ses collègues, etc. Parce que c'est faire preuve aussi, c'est montrer toute sa vulnérabilité. Donc il faut savoir que l'on peut le faire, qu'il y a la place pour ça. Et là, on est vraiment loin du compte, je pense, dans le milieu de l'entreprise et des organisations de façon générale. Dans le livre Reinventing Organization de Laloux, qui est très connu, hein, il dit qu'en fait, on n'est qu'un 16e de soi-même en entreprise. Donc ça vous donne une idée de ça. Alors, peut-être que ce qui importe, en fait, c'est d'essayer de varier d'angle de vue. J'aime bien une phrase assez connue de Albert Einstein qui dit si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper dans les arbres, il passera sa vie à penser qu'il est stupide. Mais je trouve que c'est vraiment ça, en fait, le message que j'avais envie de vous communiquer aujourd'hui. Et après, si on change, on varie un peu d'angle de vue et qu'on est capable d'empathie et de voir les choses comme les autres peuvent les voir, alors au final, parce qu'on pose un autre regard sur la situation change réellement. Et comme c'est la situation qui rend les choses plus ou moins handicapantes. Un poisson dans un arbre, il est clairement en situation de handicap. Du coup, voilà, c'est vraiment important de pouvoir voir les choses sous un angle de vue parfois différent, de se mettre à la place des autres. Voilà, une petite illustration par rapport à cet environnement de travail qui est vraiment important. J'en vois qui rigole, c'est cool. Non, mais voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est de pouvoir se dire que c'est la situation qui peut faire en sorte qu'on est dans une situation avec plein d'opportunités ou pas. Et donc, je ne vais pas commencer à faire un inventaire de solutions parce que ça n'aurait pas de sens, parce qu'il n'y a pas des solutions toutes faites qui conviennent à tout le monde. C'est plus une question, à mon sens, de grands principes à adopter. Je voulais quand même juste amener un élément aussi par rapport à tout ce qui est aménagement raisonnable. Donc, on parle des aménagements raisonnables dans les écoles. Là, depuis 2018, je pense, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire. Enfin, c'est un droit. Il y a une manière souvent de percevoir les aménagements raisonnables comme si c'était un privilège en fait qui est adressé à l'un ou l'autre. Et je trouve ça particulièrement dommage parce que c'est comme si on disait à quelqu'un qui est presbyte au nom de l'égalité qu'il ne peut pas porter de lunettes. Ça n'aurait pas de sens. Je veux dire, à l'heure actuelle, on n'est pas là-dedans. On sait que la personne qui a des difficultés à voir, elle doit porter des lunettes et c'est génial si elle peut en avoir sur le nez.
Et donc, c'est dommage de se dire qu'un aménagement raisonnable qui, au final, répond à un vrai besoin d'une personne qui n'a pas choisi d'avoir ce besoin-là, on ne puisse pas le lui adresser pour l'un ou l'autre prétexte. Voilà. Bon. Je me lance. Alors voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Roxane Résimond, account manager chez Passwerk TR+. Et en fait, je suis responsable pour le placement de nos consultants francophones, c'est-à-dire pour les régions de Bruxelles francophone et de la Wallonie. Et je travaille en fait en binôme avec Isabelle Van de Wouwer, qui est ici également, qui est en fait job coach chez Passwerk et qui va accompagner en fait nos consultants de A à Z. Alors maintenant, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, donc Passwerk est une société de consultants dans le domaine de l'IT qui existe depuis 13 ans. Notre siège est basé à Anvers, mais nous avons également des bureaux à Hasselt, Roulers et à Bruxelles. Ce dernier bureau a été ouvert donc en 2019 afin justement d'étendre nos activités sur la partie francophone de la Belgique. Et comme vous le savez, comme ça a déjà été dit, notre particularité est que nous ne travaillons qu'avec des personnes au profil du spectre autistique, c'est-à-dire 132 consultants au jour d'aujourd'hui. Alors, notre expertise se situe dans le testing fonctionnel de logiciels, le développement de logiciels, l'exécution de tâches d'assurance qualité et la business intelligence. Alors, je suis désolée, je vais probablement faire quelques généralités, mais je n'ai pas toujours, je n'aurai pas le temps d'aller plus loin dans la réflexion non plus. Mais pourquoi avons-nous choisi ces domaines d'expertise-là ? Puisque dans un sens, c'est vraiment lié en fait aux particularités, aux talents innés, si je puis dire, de nos consultants. Donc ces talents comme leur minutie, la précision dont ils font preuve, leur énorme capacité de concentration, mais également leur manière de penser out of the box sont vraiment de précieux atouts en fait pour des tâches très répétitives comme justement le testing de logiciels et les tâches d'assurance qualité. Alors pour faire un petit résumé, qu'est-ce que nous faisons chez Passwerk ? Nous recrutons des candidats, nous les formons, nous les accompagnons vraiment de A à Z et sur mesure grâce à l'expertise de notre job coach et nous les insérons ou nous les réinsérons en fait sur le marché de l'emploi. Alors maintenant, quelques mots sur l'état des choses donc en Belgique au niveau de l'emploi, de l'autisme et de l'inclusion. Alors aujourd'hui, certaines études font état de 1 personne sur 67 qui serait concernée par l'autisme, c'est-à-dire plus ou moins 170 000 personnes ici en Belgique. Et malheureusement, 90% de ces personnes au profil du spectre autistique se retrouvent encore toujours sans emploi ou sont employées pour des jobs, des fonctions en dessous de leurs compétences. Alors, un petit mot d'explication par rapport à cela. Si vous connaissez un petit peu l'autisme, vous saurez que les personnes au profil du spectre autistique ont vraiment des lacunes au niveau des interactions sociales, au niveau de la communication. Ce qui a des conséquences au niveau de leurs études et dans l'obtention d'un diplôme. Ceci impacte également assez souvent la recherche de boulot. Donc, première difficulté, vraiment les interactions sociales. Maintenant, imaginons qu'une personne au profil du spectre autistique, diplômée ou non, parvienne quand même à décrocher un entretien d'embauche. Inévitablement, nous retombons dans ce premier problème, les interactions sociales, qui sont évidemment présentes durant les entretiens d'embauche. Vous savez qu'en général, durant un entretien d'embauche, on nous demande de se défendre, de se prouver, ce qui est parfois compliqué effectivement pour des personnes au profil du spectre autistique. Et donc tout ça pour dire en fait que les processus de recrutement sont encore très standardisés aux personnes neurotypiques. Donc effectivement, les entretiens d'embauche ne sont pas encore du tout adaptés aux personnes dites différentes. Et malheureusement, une personne qui ne fait pas bonne impression, on va dire, à un entretien d'embauche, on ne lui laissera clairement pas l'opportunité de montrer ses réelles capacités, ce dont elle est capable. On se focalise encore beaucoup trop sur les limitations des personnes. Alors, chez Passwerk, comment procédons-nous ? Comme je l'ai déjà dit, chez Passwerk, nous recrutons donc des candidats autistes avec ou sans diplôme. Ce serait quand même totalement contradictoire de notre part de demander à tous nos candidats d'intégrer Passwerk, mais seulement ceux ayant des diplômes. Ils reçoivent entre autres donc une formation, mais surtout un accompagnement, comme je l'ai déjà dit, sur mesure et vraiment de A à Z fourni par notre job coach. Nos job coachs sont vraiment des professionnels dans le domaine
avec un background en général en psychologie, mais nous avons également plusieurs ergothérapeutes. Les job coachs accompagnent nos consultants durant toute la période de recrutement, mais également par la suite, une fois que nos consultants sont placés chez nos clients. Et je vous expliquerai par la suite c'est quoi ce petit matching. Alors évidemment, ce que nous allons faire, c'est essayer d'éviter au maximum les entretiens d'embauche justement pour nos consultants. Alors chez Passwerk, nous avons 132 consultants pour 13 job coachs, c'est-à-dire que chaque job coach a une équipe de 10 consultants sous son aile. Alors maintenant, un petit mot d'explication justement sur notre processus de recrutement ou également appelé d'intégration. Donc notre processus est quand même assez long et strict. Il dure 8 semaines et pendant 8 semaines, nous allons passer vraiment tous nos candidats à la loupe. Nos candidats vont en fait devoir avoir plusieurs conversations justement avec nos job coachs où les job coachs vont essayer de déceler quelle est leur réelle motivation à intégrer Passwerk. Ils vont également passer toute une série de tests, dont des tests en fait, les tests CBIR, qui sont des tests psychotechniques et des personnalités. Ils vont également être confrontés à des petits challenges ou évaluations ou assessments, on l'appelle aussi, et tant de manière donc individuelle qu'en groupe. Où nous verrons en fait, où nous tenterons de voir sur quels points, sur quels aspects est-ce qu'ils ont peut-être certaines lacunes ou peut-être besoin d'un peu plus d'assistance de la part de nos job coachs. Nous allons également, comme Émilie l'a cité là tout à l'heure, essayer de paramétrer, de voir un petit peu leur sensibilité aux différents stimuli. Et tout ça dans le but de quoi? De créer vraiment un rapport détaillé candidat par candidat. Une fois donc, tous ces tests passés, nos consultants pourront ensuite, iront en fait se former en testing de base et en une automatisation de tests. Et comme j'ai déjà dit, tout ce processus toujours accompagné par nos job coachs. Une fois les formations terminées, nos consultants sont prêts à l'emploi. Mais que se passe-t-il ensuite? Donc, imaginons le cas où une société désire collaborer avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons à ce moment-là ce qu'on appelle un processus de démarrage. Et donc, évidemment, autant l'équipe commerciale, donc les account managers et les job coachs, nous allons nous concerter, nous allons évidemment avoir plusieurs discussions tous ensemble. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est vraiment prévoir un deuxième rendez-vous entre le client et le job coach. Et le job coach fera ce qu'on appelle à ce moment-là, le site survey en vue du matching. Alors, je vous explique. Et évidemment, petite note, c'est bien entendu dans des périodes, on va dire, non corona. Donc voilà, c'est la manière dont effectivement nous activions nos consultants. Maintenant, évidemment, tout se passe à distance. Alors, le job coach, pendant ce deuxième rendez-vous, va se rendre vraiment sur place en entreprise et va faire ce site survey. C'est-à-dire que le job coach va prendre note, connaissance en fait de certaines choses. Premièrement, quelles tâches seront demandées en fait à notre consultant? Qu'est-ce que le client attend de notre consultant? Quelles sont les conditions de travail dans un open space, dans une pièce à part? Justement, est-ce qu'il y aura un néon au-dessus de la tête de nos consultants qui pourrait peut-être être perturbant? Le job coach va également en fait voir un petit peu quelle est la culture d'entreprise. Donc, y a-t-il certains us et coutumes dans l'entreprise, comme serrer la main à tout le monde pour se dire bonjour, manger tous les midis ensemble, etc., etc. Le job coach va également voir où se situe l'entreprise, donc là réellement au niveau géographique, pour voir effectivement un petit peu le trajet qu'il faudra prévoir entre le domicile de notre consultant et l'entreprise elle-même. Et également très important, le job coach va donner ce qu'on appelle une petite présentation de sensibilisation à l'autisme. Donc le job coach expliquera en quelques mots c'est quoi l'autisme et ce que ce n'est surtout pas. Pour justement peut-être éviter l'image de Rain Man comme énormément de personnes l'ont encore. Évidemment, cette présentation est donnée à tous les futurs collaborateurs de nos consultants, mais voilà, quiconque au sein de l'entreprise X peut évidemment participer à cette petite présentation. Donc tout ceci est vraiment mis en œuvre pour s'assurer de faire le bon matching ou cette bonne correspondance. Donc, en fonction de tous les points que je viens de citer, nous allons voir en interne, donc chez Passwerk, quel candidat conviendra le mieux à la fonction. Il nous est arrivé plusieurs fois dans le passé de ne pas entamer de collaboration avec un client. Pourquoi? Parce que nous n'avions aucun candidat qui savait matcher justement
en fonction de la demande du client, en fonction de la culture de l'entreprise, etc., etc. Donc, nous essayons vraiment, en fait, par ce moyen-là, de trouver un job sur mesure, comme on l'appelle, à nos consultants. Nous nous adaptons à eux en fonction de leurs besoins et non pas le contraire. Alors, pour aller un petit peu plus loin maintenant, justement, dans cette adaptation, ce que nous faisons aussi, c'est que nous demandons à nos clients, en fait, de désigner ce qu'on appelle un SPOC au sein de l'entreprise, donc un Single Point of Contact, qui sera un petit peu ce parrain ou marraine de notre consultant. Pourquoi? Parce qu'il est important pour nos consultants, en fait, d'avoir une certaine structure. Et cela passe également par des personnes de référence. Donc, voilà, nous avons certains clients ou certaines entreprises où nous avons 2-3 SPOC parce que certaines personnes travaillent mi-temps, quart-temps, etc. Mais tant que notre consultant est bien conscient, voilà, si j'ai une question, si j'ai un quelconque souci ou quoi que ce soit, je peux me diriger vers telle personne. Donc, au sein de l'entreprise, c'est ce SPOC ou plusieurs SPOC. Et en dehors de l'entreprise, c'est notre job coach. Cela rassure en fait nos consultants. Et quel est le rôle en fait du SPOC? Le SPOC devra pouvoir, par exemple, répondre aux questions purement techniques de notre consultant. Donc, c'est souvent en fait l'exemple que je donne, mais idéalement quelqu'un vraiment de l'équipe, de l'équipe testing ou développement ou du département informatique et pas quelqu'un des RH par exemple. Et le SPOC devra évidemment pouvoir répondre à ces questions, mais de manière quand même calme et posée également. Donc ensuite, avec toutes ces données, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons évidemment briefer notre consultant. Ensuite, le premier jour de la mission, donc sur site chez notre client, ce qui se passe, c'est que le consultant sera accompagné par notre job coach. Pourquoi? De telle manière à ce que le job coach puisse éviter peut-être toutes les situations dites stressantes pour nos consultants. À titre d'exemple, un badge qui ne fonctionne pas, l'ordinateur qui n'est pas prêt, etc., etc. Par la suite, ce qui se passe, c'est que le job coach passe en moyenne toutes les 2 semaines en entreprise afin de s'assurer que tout se passe bien pour notre consultant. Et donc, le jour du passage de notre job coach, ce qui se passe en général, c'est que le job coach essaye quand même d'avoir un petit one-to-one avec notre consultant, évidemment, et avec le SPOC. Donc voilà, le job coach et le SPOC sont vraiment 2 personnes très importantes en fait pour nos consultants. Et évidemment, à 3, ils forment une espèce de relation triangulaire, comme vous le voyez sur mon slide. Et le job coach est évidemment tout le temps à disposition du consultant, mais également du SPOC, donc même après les heures traditionnelles de boulot. Donc voilà, c'était effectivement la petite présentation de Passwerk et ce que nous mettons en œuvre pour nos consultants. Donc nous pensons effectivement qu'il faut promouvoir encore toujours plus l'inclusion et surtout sur le lieu du travail. Ce que vraiment nous mettons en place chez Passwerk, et c'est d'ailleurs des retours que nous avons eus de certains clients, ces petites choses-là sont également très utiles pour des personnes qui même ne présentent pas de profil du spectre autistique. Donc, certains collaborateurs nous disent que par conséquent, il y a eu effectivement un peu plus de structure au sein de tel département, un peu plus de prédictibilité, etc., ce qui aide énormément de personnes. Et puis, voilà, un petit peu comme Émilie l'a dit là tout à l'heure, là, je vous ai effectivement parlé du domaine de l'IT, mais il y a encore bien d'autres domaines dans lesquels les compétences des personnes au profil du spectre autistique pourraient être très, très utiles. Je vous remercie pour votre attention et voilà, si vous voulez nous contacter, vous avez nos coordonnées sur le petit slide. Merci.